Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump. Salut Trésor. Salut à tous. Pump, c'est l'émission pour les anti-athlètes qui veulent comprendre la prise de force et la prise de muscle. Vous écoutez Trésor, coach en ligne pour l'hypertrophie sans douleur, et moi-même, coach en ligne pour l'haltérophilie. Et on partage ici le fruit de nos lectures et de notre expérience. Vous pouvez noter qu'on a une vingtaine de formations pour l'entraînement en résistance, dont 6 diplômes sur les sciences du sport et de la nutrition. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une méthode toute particulière que vous connaissez probablement, c'est l'EMOM. Est-ce qu'on peut expliquer directement ce que c'est l'EMOM ? Ouais, bah le principe assez classique, c'est... Vas-y, reprends. Le principe assez classique, c'est en gros de toutes les minutes de faire un nombre de répétitions déterminé. Et en gros, votre temps de récupération est dépendant de votre temps d'effort. Donc admettons, vous faites, 10 répétitions en 20 secondes, vous avez 40 secondes de récupération. Et vous faites ça pendant 5 ou 10 minutes. Après, ça dépend du format. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un format de travail qu'on peut intégrer pour un exercice ou plusieurs. Ouais. Et ça rythme pas mal la séance. Mais alors on pourrait faire des séances que de ça, mais l'idée, c'est plutôt que ça remplace un superset ou c'est une manière de rythmer les séries de travail comme une méthode d'intensification. On verra qu'en l'occurrence, le but, c'est pas d'être à l'échec à chaque série. Mais par exemple, un EMOM 10x10, ça serait un EMOM de 10 minutes où toutes les minutes, on va faire 10 répétitions d'un exercice donné. Alors justement, est-ce que l'EMOM, c'est seulement un exercice ou il y a d'autres manières de le mettre en place pour toi ? Non, bah y a certaines personnes qui l'intègrent sous forme de circuit, c'est-à-dire qu'ils ont un enchaînement d'exercices sur un temps donné. Et après, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que là, c'est la manière tout à fait traditionnelle de le mettre en place, mais il y a aussi et 2 MOM ou et 3 MOM, c'est-à-dire qu'on a 3 minutes de récupération entre chaque série, ou 2 minutes. Enfin, après, c'est dépendant de chacun et ça dépend aussi de l'objectif. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, on n'est pas arrêté sur le nom de l'exercice. Hein. Ouais. C'est every minute on a minute. Donc techniquement, c'est toutes les minutes, on a une série à valider. Mais ça peut être toutes les 45 secondes, toutes les minutes 30. Enfin, il y a plein de manières de faire évoluer ce format. Et c'est peut-être ça dont on va essayer de parler le plus aujourd'hui. C'est comment réinventer cette méthode-là pour qu'elle nous profite le plus et quels intérêts on y voit nous. Parce que surcharger un EMOM, c'est pas facile. Quelles sont les méthodes de surcharge de l'EMOM, c'est-à-dire les méthodes qui permettent pour toi de faire évoluer le format pour le rendre de plus en plus difficile ? Il y en a différentes sortes. Hein. Ça va être soit augmenter le temps de travail, donc passer de 5 minutes à 6 minutes par exemple, soit augmenter le nombre de répétitions, ça peut être une possibilité, diminuer le temps de récupération, mettre plus d'intensité, mettre plus de répétitions, je crois que je l'ai dit aussi, avoir une complexité dans le mouvement à chaque répétition qui est un petit peu plus importante, un temps sous tension plus important. En fait, il y a plein de variables qui sont applicables sur un entraînement traditionnel, mais qu'on peut le mettre sous un rythme plus soutenu, donc c'est possible. Après, on va dire que de manière générale, ça va être soit le nombre de minutes qui va être augmenté, ou soit le nombre de reps intra-séance. C'est quoi le plus facile pour toi ? En fait, c'est compliqué parce qu'il faut toujours revoir par rapport au volume total. Et de manière générale, je pense que c'est quand même plus simple d'augmenter le nombre de minutes que le nombre de répétitions. Parce qu'on peut arriver très vite à un volume hyper important. Et du coup, avoir une surcharge assez importante à l'échelle du temps. Donc voilà, mais les deux sont possibles. Ouais, alors si jamais vous voulez le surcharger, effectivement, vous pouvez augmenter l'intensité et ajouter du poids très légèrement. Hein. De toute façon, vous pouvez pas faire des gros sauts à moins que vous travaillez très loin de l'échec. Mais sur un EMOM, on peut pas se permettre d'être à l'échec parce qu'on a très peu de temps pour récupérer. Et c'est ça la difficulté de l'exercice. C'est que si on reprend l'exemple du 10x10, admettons qu'on le fasse aux tractions. Si vous y arrivez d'ailleurs, vous êtes quand même très très chaud. Mais si toutes les minutes vous avez 10 tractions à faire et que vous le faites pendant 10 minutes, au fur et à mesure que vous avancez, probablement que les séries seront plus longues. En tout cas, que le temps que vous mettrez à faire vos 10 tractions sera plus long. Et ça impacte directement le temps de récupération. Donc, augmenter le nombre de reps, c'est fatigant. Parce que ça veut dire que sur les 10 minutes, vous faites plus de 100 reps. C'est pas facile.
Alors que si vous ajoutez une minute, peut-être que sur 11 minutes, vous passez à 110 reps. Et là, c'est peut-être un petit peu plus facile à mettre en place comme surcharge. Mais donc, augmenter le poids, ça peut être une piste. Et sinon, on peut être souple aussi et se dire qu'on n'est pas obligé de respecter un nombre de reps pour chaque série. Et ça, je sais pas si c'est un format que tu fais, mais il y a des gens qui font des EMOM où première série, ils font 5 reps, deuxième minute alors. Ils en font une de plus, etc. Et ils oscillent. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place ? Ouais, j'aime bien. Moi, ce que je mets le plus en place, on va dire que c'est plus par rapport à la perception de l'effort. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un RPE ou des RIR qui soient plus simples à la dernière série. Et ça me permet soit de traquer l'évolution via le nombre de minutes ou via le nombre de répétitions. Ou alors, ce qui est bien aussi, quand on veut ajouter des répétitions, c'est juste de se baser sur le volume total. Admettons, votre EMOM fait, 50 répétitions. Votre but, c'est pas de passer à 60. Vous pouvez passer peut-être à 52 répétitions, ou 53 ou 54 à la limite. Et ça vous permet peut-être d'ajouter des répétitions sur peut-être 2 ou 3 ou 4 minutes, de pas faire la totalité. Et de peut-être diminuer un petit peu le nombre de répétitions sur les dernières. Comme ça vous permet d'avoir quand même une surcharge sur quelques minutes, tout en respectant un volume de travail total. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien quand même me baser sur le volume de travail total à l'échelle de la séance, plus que juste faire augmenter le nombre de répétitions, le nombre de minutes. C'est pas facile de bosser à partir des sensations du RPE. Surtout que sur un format de travail pareil, quand on est en EMOM, peut-être en EDOMOM ou ETROM, c'est plus simple, mais on a le cardio qui monte. Donc peut-être que l'intensité perçue est un petit peu plus difficile à mesurer que sur une série classique où on aurait 3 minutes de repos. Si jamais on veut faire évoluer ce format-là, mais qu'on ne veut pas faire des EMOM, quels sont les leviers que toi tu recommanderais pour essayer de progresser sur un EMOM? Admettons qu'on soit capable de faire 10 séries de 8 tractions. Comment tu ferais toi pour essayer à passer à 10 séries de 9 tractions? Ça dépend encore une fois de la variable, mais là si on est vraiment focalisé sur le volume de travail, ça va être important de se rapprocher de ce volume de travail là. C'est toujours spécifique à la demande. Donc si on veut progresser sur un gros nombre de répétitions, peut-être essayer d'en faire 7 ou 8 avec un nombre de séries relativement faible dans un premier temps et le faire évoluer. Et avec un temps de récupération qui est un petit peu plus important, et après chercher petit à petit à le diminuer. Mais encore une fois, ça dépend de l'objectif. Mais il faut toujours avoir en tête que les gains de force sont spécifiques à l'objectif, à la demande. Donc si vous voulez progresser sur le nombre de répétitions, il va falloir avoir un haut panel de répétitions. Et c'est peut-être des fois un peu, on en parlait d'ailleurs, l'inconvénient des MOM, c'est qu'on reste quand même sur des tranches de répétitions qui sont assez faibles. Et du coup, on n'entraîne pas forcément les points faibles. Donc ça peut être un inconvénient. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai essayé de faire évoluer un format. Très mauvaise idée. Enfin, en tout cas, je m'y suis très mal pris. L'idée, c'était passer de 10 minutes, 5 tractions par minute, à un EDOMOM de 5 séries, où je ferais 10 tractions. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, même si on bosse sur 10 minutes et qu'on fait autant de reps, on récupère beaucoup moins bien des séries plus longues. Ouais. Donc, alors, petite anecdote, hein, c'est pas une bonne manière de surcharger un EMOM ou d'essayer de réinventer la manière dont on fait un format. En l'occurrence, l'EMOM, ça repose sur une capacité à répéter un effort qui est au début très très loin de l'échec. Très très loin de l'échec. Parce qu'avec le peu de temps de repos qu'on a, on va très très vite monter en intensité, en effort sur l'effort perçu. Donc rester plutôt sur beaucoup de séries avec peu de volume par série. Et essayer de jouer sur l'évolution du temps de repos, comme on a dit, ou le nombre de séries que vous allez pouvoir condenser au fur et à mesure. Je pensais à une question par rapport au levier qu'on a pour progresser sur un EMOM. Il y en a un qui est énorme et auquel vous pensez peut-être pas, mais nous on y pense sans forcément l'appliquer. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais il y a quelque chose qui permet de récupérer plus vite entre les séries. C'est quelque chose que les go muscu boudent un petit peu, peut-être un peu moins maintenant qu'il y a la tendance des athlètes hybrides, mais c'est le cardio. C'est le cardio. Parce que une pompe qui amène plus de sang plus vite et qui permet de mieux récupérer entre les séries, ça débloque certaines possibilités sur les mômes. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu travailles? Est-ce que tu recommandes de le travailler?
Bah oui, en vrai. Et pas que pour ça, en vrai, pour la longévité, parce que faut pas oublier que les deux facteurs de longévité, c'est quand même la force et VO2 max. Donc c'est important, mais non, moi je le mets très peu en place. Et même sur l'endurance de force en tant que telle, j'ai quand même très peu d'entraînement autour de ça. Je suis assez frustré, mais c'est plus psychologique que physique, on va dire. Donc voilà. Comment ça, psychologique? Bah, je sais pas, psychologiquement, c'est dur je sais pas, d'avoir en fait une proximité à l'échec ou pas forcément, mais même de faire 10 répétitions ou au-delà. Enfin, là, je parle surtout sur les tractions, mais comme c'est pas quelque chose qui est habituel, j'ai tendance à me brider. Donc ouais, c'est chiant. Ouais, tu te mets un RPE plus élevé qu'il ne l'est vraiment. Ouais, de ouf. Ouais, ça peut-être pour vous rendre compte de vos réelles capacités, chauffez-vous à un moment où vous êtes frais et tentez un AMRAP. Ça met des claques. Hein. Vous vous rendez compte que ce que vous pensez être RPE 8, c'est pas du tout RPE 8. En fait, vous avez beaucoup de ressources. Bon, il faut la dalle pour faire un AMRAP. Alors, j'explique brièvement parce qu'un AMRAP, c'est-à-dire as much rep as possible, c'est faire le maximum de reps sur un exercice à une charge donnée. Donc, si vous faites des tractions poids du corps, ce serait taper votre max en traction, hein, tout simplement. Ça permet de savoir un peu où vous en êtes sur des longues séries. Et effectivement, les longues séries, nous, on le travaille peu. Parce que pendant un temps, on se tournait soit autour de l'hypertrophie, soit autour de l'évolution de 1RM. Et c'était pas un outil très intéressant. Mais c'est vrai que c'est une manière de travailler qui est un petit peu différente et qui peut présenter un intérêt pour les mômes. Ouais. En tout cas, si vous partez d'une base où vous êtes habitué à faire des séries de 10, une bonne méthode de surcharge, même si c'est pas comme ça qu'on surcharge en musculation, c'est d'augmenter le nombre de reps. Et d'aller chercher des séries de 20, 30 même, sur des pompes, ça peut aller très très vite. Et là, vous allez prendre des claques. Ça me fait penser à deux choses qui sont limitantes sur les séries longues. C'est la brûlure musculaire, et la congestion. Ouais. Est-ce que toi, tu as des méthodes pour essayer de limiter ça? Moi, je pense à des petites méthodes nutritionnelles, mais ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas waouh, ça fonctionne pas pour tout le monde. Est-ce que tu as des idées en tête? Jus de betterave, c'est ça? Ouais, sinon le bicarbonate. Bicarbonate, ouais. Bicarbonate. Ouais. En tout cas, pour la congestion, je sais pas si le jus de betterave c'est super indiqué. Non, c'est plus pour la dilatation plus. Ouais, c'est ça. Dilatation. Ouais, c'est ça. L'idée de la congestion, c'est que ça va amener, c'est qu'il y aurait trop de sang dans les muscles, ouais. Et que ça va vous limiter dans la capacité à répéter un effort. C'est quelque chose que vous pouvez sentir sur un EMOM un peu long. En vrai, quelle technique? En vrai, ça passe quand même par de la tolérance localisée. Donc, je dirais quand même le gros facteur, c'est l'entraînement, le spécifique. Après, oui, il y aura des outils d'optimisation, mais quel rendement réel? Il sera, je pense, très faible. De manière aiguë, l'alimentation peut avoir une influence sur la congestion. Ouais. La simple boisson sucrée-salée, ça vous aide pas mal à congestionner. C'est quelque chose que vous recherchez peut-être pour de la musculation, mais si vous essayez de performer sur des formats longs comme un EMOM ou comme un AMRAP, je sais pas si je le recommande. L'idée, c'est que si vous voulez chercher la congestion, il va falloir prendre de l'eau, prendre du sucre, vous assurer en fait que vos réserves de glycogène soient bien au max et que en plus vous reteniez l'eau que vous buviez, c'est-à-dire avoir un équilibre osmotique qui soit favorable. Et pour ça, on ajoute en général simplement du sel, ça suffit. Si vous buvez une boisson salée avec un sirop au début de votre séance, il y a des chances pour que vous congestionnez plus facilement que d'habitude. Et c'est peut-être pas quelque chose qu'on recherche sur un EMOM. Encore une fois, après, c'est très individuel. Donc, on vous recommande d'essayer, d'expérimenter et de vous connaître. Mais sinon, effectivement, pour la partie brûlure sur les efforts longs et congestion, malheureusement, il n'y a que l'entraînement qui va vous amener de vrais résultats. Si on donne des clés en main directement aux gens pour utiliser les mômes pour progresser, déjà, pourquoi est-ce que tu utiliserais les mômes toi? Est-ce que tu l'utiliserais pour de la prise de force, de la prise de muscle, pour juste une méthode d'intensification, pour
rendre l'entraînement plus ludique, pour servir de test. Est-ce que ça peut être sinon juste pour l'endurance musculaire dont on parle le plus? C'est un peu chiant, mais ça va être tout à la fois. Ouais, Est-ce que tu trouves ça pertinent pour la prise de muscle? ouais, en soi, ça reste pertinent. Puisque là, ça va être dépendant surtout de la proximité à l'échec et du volume d'entraînement. Et les mômes peut répondre aux deux variables. Donc ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est confortable? Je ne sais pas, mais en soi, ça reste intéressant. Pour la prise de force, ce sera un autre objectif. On sera du coup plus éloigné de l'échec. Ça nous permet d'avoir un volume d'entraînement, mais c'est pas forcément la variable la plus importante sur la force maximale. Ça va être surtout l'intensité, mais du coup, on peut répéter des efforts de qualité à haute intensité via un EMOM. Tout dépend encore une fois de la récupération, mais donc c'est intéressant. On peut faire une fréquence relativement importante, et ce qui est quand même intéressant sur l'apprentissage moteur, donc c'est bien pour les gains en force. Après, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, ludique, oui, parce que ça permet de rythmer la séance, puis sans se prendre la tête forcément, donc on peut simplifier en tout cas les variables sur lesquelles on se concentre, en se disant c'est soit récupération, soit nombre de répétitions. Donc, nombre de minutes ou répétition. Donc, en soi, c'est assez simple. Ça peut permettre aussi aux gens de ne pas se prendre la tête, de kiffer. Donc, c'est bien. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que les mômes, ça rythme la séance. C'est un peu plus ludique. Ça permet de déconnecter. J'utilise pas mal en haltéro pour la planif. C'est que une fois qu'il y a des acquis, le but, c'est d'être capable de les répéter. Je parle d'acquis techniques. C'est capable de les répéter avec peu de temps de repos et peu de temps pour réfléchir et trop intellectualiser le mouvement. Mais autrement, moi, ce que je me demandais, c'était jusqu'à quel point ça peut être juste un effort max qui ne servirait que de test et dont il ne faudrait pas abuser, dans la mesure où moi, ma philosophie par rapport à l'entraînement, c'est que les tests ne servent pas autant à nous faire progresser qu'à juste voir où on en est au niveau de nos perfs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Robin? Ouais, je vois. Admettons que vous tentiez un EMOM, l'EMOM le plus dur que vous puissiez faire. Peut-être le fameux 10 tractions, 10 répétitions toutes les minutes pendant un maximum de minutes. Est-ce que ça reste de l'entraînement de faire ça le plus longtemps possible pour toi? Ou est-ce que, en termes de bénéfices par rapport au modèle fitness fatigue dont on a déjà parlé plus tôt dans d'autres podcasts, ça présenterait juste plus d'effets négatifs par rapport à la récupération et la progression? Ça va dépendre de la tolérance et de la capacité de récupération de la personne, mais on va dire que de manière générale, c'est pas forcément très indiqué, mais tout dépend de l'objectif, d'être à quasi-totalité à l'échec sur toutes les séries. Donc c'est important quand même de pouvoir avoir une qualité d'effort qui perdure dans le temps. Et même encore pour une augmentation du nombre de répétitions sur un mouvement donné, ça peut avoir ses limites. Mais j'aurais quand même tendance à le conseiller de manière générale. C'est juste que ce qui peut être important quand même pour moi, c'est de pouvoir bien déterminer son volume de travail de départ et de le faire évoluer progressivement et respecter les mêmes principes. C'est-à-dire que dans une planification assez classique, vous n'allez pas passer de 3 séries à 8 séries de chaque semaine. Donc là, c'est un peu pareil. Si vous avez un nombre de répétitions donné sur une semaine, admettons 40, vous n'allez pas passer à 50 ou 60 répétitions sur la semaine suivante. Donc on essaie vraiment de respecter une logique. Il y a toujours les pourcentages, 5 à 10%, mais ça peut être une ou deux répétitions en plus chaque semaine jusqu'au moment où vous avez un petit peu plus de mal à récupérer. Et ça vous permettra de mieux traquer, de mieux récupérer et de mieux progresser aussi. Excellent. Je pense qu'on vous a dit pourquoi le faire et comment le faire. Est-ce que tu avais d'autres remarques à ajouter par rapport à ce super format d'entraînement? Non, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Après, je pense qu'il ne faut pas réduire non plus l'entraînement en force ou en prise de masse à ça et uniquement à ça. Mais ça peut créer un contexte facilitant, en tout cas pour la planification. C'est ça. L'idée, c'est que ça puisse rythmer votre temps de séance aussi.
standardiser l'effort que vous êtes capable de fournir et peut-être rendre ludique l'entraînement puisque vous voyez directement, plus facilement progresser. Moi, j'aime bien le mettre sur des supersets agonistes-antagonistes. Ça permet de rythmer le travail et ça fait monter le cardio sans que les deux exercices se limitent trop. Si vous êtes capable de faire un EMOM 1 minute traction, 1 minute dips et tenir ça sur 10 minutes, ça vous fait 5 belles séries de travail sur deux mouvements au poids de corps très intéressants qu'on ne présente plus. Mais il y a mille et une manières d'en tirer des bénéfices. En tout cas, on vous recommande de vous y intéresser. Peut-être que ça peut être intéressant de se pencher là-dessus si jamais vous sentez une routine à l'entraînement qui s'installe et que vous décrochez tout doucement. Parce qu'en général, ça relance un petit peu la pratique et puis ça permet de se comparer aux autres un petit peu plus facilement aussi. Sur du poids de corps, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des efforts que tout le monde peut reproduire et là, c'est proche, mais en tout cas, si vous faites des EMOM, peut-être que vous voyez des similitudes par rapport à la traîne de Tom Holland, là, que vous avez peut-être vu passer, sur le Cindy, où c'est un WOD de CrossFit et le but, c'est de faire un maximum de tours sur un circuit en 20 minutes. En l'occurrence, le tour, c'est 5 tractions, 10 pompes et 15 squats. Donc, en termes d'effort, il y a des similitudes, c'est à peu près le même rythme. Il y a les mêmes enjeux cardio et ça touche à plein de groupes musculaires différents. Donc, quand vous voyez que tout le monde se prête au jeu et a envie de tester ça, peut-être que vous dites que les mômes, ça peut vous challenger sur votre pratique. Donc moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en avant. Ça n'a rien de révolutionnaire pour la prise de muscle ou pour la prise de force. Mais c'est peut-être quelque chose de ludique et qui permet de structurer l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. On vous remercie pour votre écoute. Merci Trésor pour cet épisode. Merci à vous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles explications de format d'entraînement. Salut.